Excellence, Monsieur le Président, je voudrais commencer mon propos par saluer et souhaiter good morning à tous mes collègues, bon dia à tous mes collègues du Parlement. Monsieur le Président, honorables députés, membres du Parlement de la CEDEAO, chers collègues, la deuxième session ordinaire de notre institution pour l'année 2018 m'offre l'agréable occasion et le plaisir de présenter au nom de mes collègues de la délégation du Sénégal ce rapport pays qui se veut exhaustif devant cette auguste assemblée. Il passe en revue la situation du Sénégal au plan politique, sécuritaire ainsi que des domaines économiques et sociaux. Il retrace aussi la situation des droits humains sans oublier l'état de mise en œuvre des textes, des programmes communautaires par la République du Sénégal. Bien évidemment, il sera riche de recommandations spécifiques qui ont été formulées afin de contribuer à améliorer la mise en œuvre des programmes de la communauté et à l'approfondissement du processus d'intégration régionale dans l'espace CEDEAO. C'est ainsi que, dans un premier temps, je voudrais vous parler de l'analyse de la situation politique et sécuritaire. En effet, si on considère la situation politique à partir du cadre organisationnel et du dialogue politique, au Sénégal, la scène politique se caractérise d'une part par la permanence du débat politique. D'ailleurs, on dit souvent et sous tous les cieux que le Sénégal est un pays de dialogue. D'autre part, l'agenda électoral du Sénégal est très fourni en rendez-vous électoraux. Ceci du fait que l'on respecte scrupuleusement les dates des élections. Ainsi, presque tous les 2 ans, nous avons une élection. Pour que le système électoral sénégalais se consolide de manière inclusive, un cadre de concertation est convoqué régulièrement. La dernière en date s'est tenue du 15 décembre 2017 et s'est prolongée jusqu'au mois de février 2018. C'est dans ce cadre de consultation qu'a été recommandé l'audit du fichier électoral, parce que c'est la mère des batailles. Cet audit a été constitué lors de la mise en place de la nouvelle carte d'identité nationale biométrique, dite carte de la CEDEAO. Le dialogue politique se tient de manière formelle, comme dans tout pays démocratique, à l'Assemblée nationale. Mais, selon les circonstances et les besoins, il peut arriver que des cadres soient créés ponctuellement sur initiative du gouvernement ou à la demande des forces politiques pour discuter des sujets, notamment les élections. En parlant d'élections, dans la perspective de la présidentielle qui est prévue le 24 février 2019, l'Assemblée nationale du Sénégal avait adopté le 19 avril 2018 une loi portant modification de la Constitution en vue de l'instauration du parrainage comme condition de validation des candidatures à l'élection présidentielle. Par la suite, le Code électoral a fait l'objet de révisions pour l'adapter aux données nouvelles. À la suite donc de cette révision constitutionnelle du 19 avril 2018, qui impose désormais aux candidats à la présidentielle un parrainage de 0,8% au minimum et 1% au maximum du fichier électoral global, soit environ, au jour d'aujourd'hui, quelques 52 000 signatures. Pour rappel, le parrainage jusqu'ici était limité aux candidats indépendants. Les électeurs signataires doivent être domiciliés dans au moins
7 régions et à raison d'au minimum 2000 signatures par région. Cette loi devrait permettre de filtrer les candidatures fantaisistes au scrutin présidentiel, parce que quand même, c'est essentiel, ce qui réduirait substantiellement les dépenses liées à l'organisation, notamment les urnes, les bulletins de vote, les prises en charge des organisateurs, etc. Cela faciliterait aux électeurs la lisibilité des choix qui leur sont proposés. Il convient de rappeler que le système de parrainage n'est pas une nouveauté au Sénégal, car depuis 1963, à l'époque, la loi imposait aux candidats à une élection présidentielle d'être parrainés par un parti politique ou au moins par 10 députés. Ce nombre avait été réduit à 5 avant que la disposition ne soit retirée du Code électoral, car en 1991, une nouvelle loi obligeait aux candidats indépendants, je veux dire seulement aux candidats indépendants, d'obtenir 10 000 signatures pour que leur candidature soit valide. Le gouvernement a tiré les leçons, les enseignements qu'il fallait des élections législatives du 30 juillet 2017 et qui avait enregistré 47 listes rendant l'organisation assez délicate au plan matériel. Et au jour d'aujourd'hui, il me plaît de vous dire que nous avons 139 candidats à la candidature qui ont déjà retiré le dossier. Imaginez bien, 139 candidats à la candidature. J'en viens maintenant au point relatif à la gouvernance. La question de la gouvernance constitue une priorité absolue pour le gouvernement du Sénégal qui a adopté depuis 2013 la stratégie nationale de la bonne gouvernance, cadre référentiel de toutes les initiatives développées en matière de bonne gouvernance, aussi bien par les acteurs institutionnels que ceux du secteur privé et de la société civile. Au Sénégal, il existe un ministère spécifiquement dédié à la gouvernance et à la protection de l'enfance. Ce ministère est chargé du pilotage institutionnel de la stratégie de coordination et de suivi de la mise en œuvre. Dans ce cadre, la mise en œuvre de la dite stratégie, les avancées significatives ont été enregistrées dans la consolidation d'un système national de redevabilité, la reddition des comptes. Il s'agit, entre autres, l'adoption de la loi portant code de transparence avec la mise en œuvre des importantes réformes introduites par le nouveau cadre harmonisé des finances publiques. Ensuite, il y a la mise en place de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC. Puis, il y a la réforme du code minier et celle en cours relativement au code pétrolier pour mieux l'adapter au contexte des pays producteurs. Vous le savez, depuis quelques années, notre pays a découvert du pétrole et du gaz et nous voulons tirer les enseignements de ce qui a été vécu dans tous les pays d'Afrique ou du monde et qui ont fait que souvent on a parlé de la malédiction du pétrole. Il y a aussi l'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Notre pays occupe aujourd'hui la première place en la matière dans notre continent. Il y a aussi la mise en place d'un comité d'orientation stratégique sur le pétrole et le gaz qu'on appelle COS-Pétrogaz pour veiller à l'exploitation rationnelle et transparente des ressources pétrolières et gazières. Ensuite, nous avons dans le même sillage la conduite d'un processus d'évaluation de la gouvernance du Sénégal dans le cadre du MEAP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Parmi ces nombreuses initiatives, il est utile de mettre en exergue l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale en matière d'évaluation des politiques publiques. Depuis le début de la 13e législature, les parlementaires sénégalais ont des prérogatives accrues en matière de contrôle des politiques et d'évaluation des politiques publiques. Par ailleurs, en vue d'une meilleure vulgarisation des questions de gouvernance auprès des populations et des autres parties prenantes, des activités sont menées périodiquement, notamment
dans le domaine de la gouvernance du secteur des industries extractives et dans le cadre de l'adoption de la loi sur l'accès à l'information. Mais le fait majeur en matière de bonne gouvernance aura été assurément la concertation nationale sur la gestion des revenus issus du pétrole et du gaz. Cette concertation a été initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, et à cette occasion, le chef de l'État avait exhorté le gouvernement à mettre en place un plan cadre de gestion environnementale et sociale afin de mieux préserver l'environnement contre les éventuelles conséquences néfastes liées à l'exploitation des hydrocarbures. Dans le même sillage, le Conseil d'orientation stratégique sur le pétrole et le gaz, le COS-Pétrogaz, a été ouvert à la société civile. Autre fait politique majeur, il y a cette affaire qui très souvent est au rendez-vous des débats dans l'espace CEDEAO, que ce soit au niveau de la Cour de justice, que ce soit au Parlement, on en parle beaucoup parce que, évidemment, seule la personne concernée est un parlementaire. Il s'agit de l'affaire dite Khalifa Sall. L'affaire dite Khalifa Ababakar Sall, du nom de l'ancien maire de Dakar, continue d'être le fait majeur des années 2017-2018. Alors que la Cour d'appel a été en train de statuer, la Cour de justice de la CEDEAO a, par arrêt numéro ECW/CCJ/GUD/1718 du 29 juin 2018, relevé que la détention de Khalifa Ababakar Sall est arbitraire entre la période du 14 août 2017, date de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, et le 25 novembre 2017, date de la levée de son immunité parlementaire. En conséquence, l'État du Sénégal est condamné à payer collectivement aux requérants la somme de 35 millions de francs CFA. Sur la base des autres actes de la procédure valable et des débats d'audience, la Cour d'appel a confirmé la peine de 5 ans d'emprisonnement et condamné le prévenu à payer à l'État du Sénégal la somme de 1,830 milliard, représentant l'intégralité des sommes détournées. Cette peine d'emprisonnement est le strict minimum des pénalités encourues par un agent public qui détourne, je dis bien, c'est le strict minimum des pénalités encourues par un agent public qui détourne les deniers de l'État conformément aux articles 152 et suivants du Code pénal. Pour rappel, le maire de Dakar a été condamné à une peine de 5 ans et à 5 millions de francs CFA d'amende en première instance, lors du procès tenu le 23 janvier, du 23 janvier au 30 mars. Le juge avait retenu le faux, usage de faux, association de malfaiteurs et l'escroquerie aux fonds publics et rejeté l'accusation de détournement de deniers publics et de blanchiment d'argent sale. Il n'avait pas donc non plus satisfait à la demande du procureur qui réclamait une somme de 5,490 millions de francs CFA. Suite à la confirmation de sa condamnation par la Cour d'appel, le président de la République a pris le décret du 30 août 2018 portant révocation du maire Khalifa Ababakar Sall de ses fonctions de maire de la ville de Dakar, conformément au Code général des collectivités territoriales. L'utilisation, qui stipule que l'utilisation des deniers publics de la commune à des fins personnelles ou privées, faux en écriture publique authentique, visé au Code pénal, faux commis dans certains documents administratifs, les feuilles de route et certificats visés du Code électoral préciser la peine encourue. Voici donc que cela m'amène à parler de la situation sécuritaire. Cette question, je veux simplement ajouter un commentaire personnel. L'arrêt de la Cour de justice est une bonne nouvelle pour la CEDEAO. Ça a été une bonne nouvelle pour le Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal en a tiré les conséquences, mais ceci sans préjudice
aux procédures en cours dans notre pays. En ce qui concerne la sécurité, les mesures spécifiques de lutte contre le terrorisme continuent d'occuper et de préoccuper toute la sous-région. Singulièrement, au Sénégal, le contexte actuel de la sécurité publique a amené l'État à adopter des stratégies d'anticipation face aux menaces multiformes et multidimensionnelles, mais aussi de renforcement des capacités des acteurs pour faire face aux besoins d'intervention ou de gestion des crises. Ainsi, la police nationale a engrangé plusieurs réalisations qui recouvrent 4 grands domaines prioritaires. Premièrement, l'intensification de la lutte contre la grande criminalité. Deuxièmement, la poursuite de la mise en œuvre de la police de proximité. Troisièmement, le renforcement des capacités opérationnelles des services de sécurité. Quatrièmement, le renforcement des effectifs avec l'amélioration de la qualité de la formation et le réarmement moral des personnels. Les opérations de sécurisation sont multiples. Je peux en citer Karangé 2, Sentinelle, Sécuriport, Frontex, etc. Et la gestion des frontières et des flux migratoires ainsi que la surveillance du territoire sont sensiblement renforcées sans violation des droits des personnes. S'agissant de la sécurité aux frontières, des patrouilles sont menées le long de la côte dans le cadre du dispositif Frontex en relation avec la Marine nationale, la gendarmerie et la garde civile. La création d'une cellule de lutte antiterroriste, CLAT, par le décret 2003-388 du 30 mai 2003, a renforcé le dispositif institutionnel pour prévenir toute action terroriste susceptible d'être commise sur le territoire national ou à partir du territoire national. Mais, malgré de nombreux acquis, il subsiste encore des défis et des craintes à relever. Il faut y faire face. Il s'agit notamment du maillage sécuritaire du territoire national. L'État envisage la construction de 16 commissariats de police entre 2018, cette année, et 2019, l'année prochaine. Et puis, il y aura 10 nouvelles brigades de gendarmerie. Et en plus de la mise en œuvre d'un programme de modernisation des moyens d'intervention opérationnelle de la brigade d'intervention polyvalente, la BIP de la police, qui techniquement et scientifiquement est une référence, y compris donc l'installation de la vidéosurveillance dans Dakar, la capitale, et sa banlieue. Autre fait majeur, mesdames, messieurs, mes chers collègues, dans le domaine politico-sécuritaire, c'est la 5e édition de ce qu'il est convenu d'appeler le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, qui s'est tenu les 5 et 6 novembre ce mois-ci à Dakar sur le thème paix et sécurité en Afrique, enjeux de stabilité et de développement durable. Cette rencontre qui se veut un espace de dialogue et un cadre de dialogue est un cadre de solution face aux défis sécuritaires en Afrique a été présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, en présence de son homologue de la Gambie, son Excellence Monsieur le Président Adama Barrow, et de Madame Florence Parly, ministre français des Armées, du Président Pierre Bouyoya, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, et de Madame Bintou Keïta, sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Des centaines d'experts militaires, diplomates, chercheurs, représentants de la société civile et professionnels des questions de paix et de sécurité ont pris part à cette rencontre qui est devenue incontournable dans l'agenda international. Les réflexions ont essentiellement porté autour des questions liées à la protection des droits et libertés dans un contexte de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, à la coopération internationale pour une paix durable et aux partenariats multilatéraux en matière de renseignement et à la lutte contre le cyberterrorisme. J'en viens à l'état du fonctionnement de la Commission nationale des armes légères. Vous savez, la circulation des armes légères a toujours préoccupé les États membres de la CEDEAO,
Créée par arrêté primatorial le 20 octobre 2000, cette Commission nationale de lutte contre la prolifération et le commerce illicite des armes légères et de petit calibre assiste les autorités nationales compétentes dans la conception et la mise en œuvre d'une politique nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et des petits calibres. À cet effet, conformément à la convention de la CEDEAO sous la présidence du ministre des Forces armées, elle s'est activée à mettre en œuvre le plan d'action APLC. Les actions majeures menées s'articulent essentiellement autour de la campagne de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères, la mise à jour de la législation, l'organisation des cours et des stages. Grâce au soutien financier du programme global sur les armes à feu de l'ONUDC, la COMNAT du Sénégal a réalisé une campagne nationale de sensibilisation, de collecte, d'enregistrement, de marquage et ou de destruction des armes illicites. Pour l'année 2018, la troisième phase de la campagne s'est déroulée à travers des panels de discussion. Des panels de discussion, de rencontres avec les autorités administratives des régions et des caravanes de sensibilisation. Durant cette troisième phase, des armes disponibles par corps, douane, eaux et forêts, parc, administration pénitentiaire, police, gendarmerie, armée ont été marquées en toute sécurité. La COMNAT a également réhabilité le magasin de stockage des armes obsolètes qui sont désormais stockées dans un hangar entièrement rénové avant leur tri, découpe, marquage et destruction. L'inauguration officielle de ce hangar se tiendra incessamment et je pense que nous inviterons la CEDEAO à venir procéder à une observation de ce travail. En ce qui concerne la mise en jour de la législation, le comité de rédaction de la COMNAT a finalisé le projet de loi portant modification de la loi 6603